On s'arrête maintenant sur les tensions persistantes entre la Chine et le Japon. Pourquoi ces deux géants asiatiques sont-ils à couteau tiré? C'est notre séquence grand angle de ce 64 minutes. Une histoire douloureuse, des îles disputées. Les relations entre la Chine et le Japon sont pour le moins compliquées si on en parle un peu moins en ce moment. Les tensions entre les deux géants sont toujours aussi fortes et la montée du nationalisme dans les deux pays joue un rôle important. C'est votre constat, Alice Ekman. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes chercheuse, vous venez de publier une étude sur le sujet avec Céline Pajon, donc chercheuse à l'IFRI, Institut français des relations internationales. Vous soulignez, vous vous intéressez à ce regain nationaliste qui est assez différent entre la Chine et le Japon. Comment l'expliquez-vous ? Oui, souvent on analyse de manière globale le nationalisme en Asie de l'Est. En fait, le nationalisme en Chine et au Japon sont de nature très différente. Au Japon, on a davantage un nationalisme qui est un nationalisme de puissance en déclin, compte tenu du contexte économique qui reste difficile, alors que les résultats des Abenomics tentent à arriver, et aussi compte tenu des crises internes à répétition depuis l'accident nucléaire de Fukushima en 2011. Donc on a une nation qui cherche à rassembler, qui cherche à protéger ses intérêts nationaux face à une situation, une région en restructuration rapide. Alors qu'en Chine, au contraire, on est dans un nationalisme plutôt de puissance montante, notamment depuis la crise économique et financière d'automne 2008. À partir de ce moment-là, notamment grâce à l'assez bonne résistance de l'économie chinoise face à cette crise, il y a eu un sentiment de confiance renforcé au sein de la direction du pays, mais aussi au sein de la population chinoise, confiance dans la capacité de la Chine à devenir première puissance mondiale, et aussi une fierté nationale aussi qui a été renforcée depuis 2008 de manière continuelle, et qui a été également alimentée par des événements de grande ampleur comme par exemple les Jeux Olympiques de 2008 ou l'exposition universelle de Shanghai en 2010. Oui, ce qui est intéressant, deux nationalismes différents, qui n'ont pas la même source, mais qui renforcent l'antagonisme entre les deux pays. Alors l'animosité est grandissante, elle a atteint son paroxysme en 2012, mais depuis il y a eu de nombreux incidents diplomatiques. On va en parler avec vous, Alice Ekman, mais tout de suite le rappel des faits avec François-Xavier Froland. Voici les îles de la discorde, au milieu d'une mer en apparence transparente et calme. Car ici, dans ce paysage idyllique, proche de la carte postale, les incidents diplomatiques se sont succédés ces 30 dernières années. Cet hélicoptère qui tournoie de manière insolente au-dessus appartient à l'armée japonaise. Depuis le printemps dernier, celle-ci contrôle désormais militairement cet archipel, aux grandes dames de Pékin. Le ministre de la Défense japonais s'est rendu en personne, vérifier la température de l'eau, l'occasion aussi de rebaptiser au passage des îles chinoises depuis le siècle dernier. Les îles d'Aoyu sont devenues Senkaku. Nous avons beaucoup œuvré afin de renommer cet archipel. Nous devons consolider nos frontières par l'intermédiaire de notre police maritime dans cette région isolée. Ce travail est désormais terminé et a été authentifié dans le registre océanique. Une revendication nationaliste, vécue comme une déclaration de guerre par Pékin, à l'image de ces violentes manifestations anti-japonaises dans les rues d'Hong Kong. Nous espérons que le Japon va revenir sur cette décision erronée et arrêter tout type d'action qui heurte la souveraineté nationale chinoise. Dans cette course au redécoupage territorial dans la région, la Chine avance ses pions dans un autre archipel, les Paracels, une zone pétrolifère revendiquée pourtant par le Vietnam. Et face à la provocation japonaise, le sourire du président chinois Xi Jinping, soucieux de se trouver de nouveaux alliés, le voici en visite en juillet dernier chez l'ancien ennemi de la cause, la Corée du Sud. Derrière les gros contrats économiques et cette poignée de main, une nouvelle alliance affichée contre le Japon, l'ancienne puissance coloniale dans la région. En mer de Chine, chacun veut imposer sa puissance et dans cette bataille, le Japon peut compter sur un allié de taille. Alors Alice Ekman, on va revenir sur ces îles. C'est vrai que ce sont peut-être les îles les plus qui cristallisent ces tensions. Alors c'est soit les îles Senkaku si on se place d'un côté japonais, soit Diaoyu d'un point de vue chinois. Est-ce que c'est d'abord une question de symbole pour ces deux pays ? Symbole dans une région justement aujourd'hui qui est en chamboulement, qui est en plein changement. C'est un symbole fort, c'est-à-dire que face aux pressions nationalistes existantes dans les deux pays, on a aujourd'hui une escalade de tensions, qui se cristallise particulièrement sur ces îles depuis septembre 2012, c'est-à-dire depuis le rachat d'une partie des îlots par le gouvernement japonais. Suite à ça, le gouvernement chinois a fortement réagi et depuis cette date, on a des allers-retours, des provocations
provocation, on va dire, mutuelle, avec notamment des patrouilles, des envois de navires dans les eaux territoriales contestées qui peuvent mener à des accidents et à une escalade militaire réelle. Donc aujourd'hui, oui. Alors parce que vous soulignez dans votre étude, c'est que Pékin au début a peut-être soutenu les protestations anti-japonaises, mais qu'ensuite ça a été une arme à double tranchant. Finalement, trop de manifestations, c'était compliqué à gérer. C'est ça, on a tendance à exagérer la manière avec laquelle Pékin joue sur les sentiments nationalistes en Chine. Il en joue avec sa population, mais il a bien conscience que c'est un outil en effet à double tranchant, c'est-à-dire que très vite des débordements apparaissent. Et par exemple, lors de la visite du Premier ministre japonais au sanctuaire de Yasukuni en décembre 2013, le gouvernement chinois a essayé au contraire de contrôler, de ne pas attiser les manifestations. Il n'y a pas eu de manifestation dans les rues de Pékin. Alors quand il y a des manifestations, ça veut dire qu'elles sont tolérées par le Parti communiste chinois. Aujourd'hui, elles semblent être moins tolérées parce qu'une partie de ces manifestations, souvent, on va dire, englobe des problématiques qui dépassent les relations japonaises. Au début, elles sont anti-japonaises, mais aussi, parfois, elles sont anti-Parti communiste chinois. Et plus généralement, elles adressent aussi des problématiques de questions de politique intérieure ou tout simplement des questions sociales en termes de couverture maladie, etc. Donc aujourd'hui, le parti fait attention avec les mouvements nationalistes en Chine et il semble qu'il tendrait plutôt aujourd'hui à les contrôler, même si les tensions avec le Japon restent extrêmement vives. Et vous dites justement aussi que l'accession au pouvoir de ces deux personnalités, Shinzo Abe d'un côté au Japon et de l'autre Xi Jinping, a renforcé cette animosité. En fait, ce sont deux personnalités qui ne vont pas vraiment ensemble. Oui, ça tout à l'heure, on évoquait le contexte économique qui a renforcé les mouvements nationalistes dans les deux pays, mais il y a aussi bien sûr l'arrivée des dirigeants. Donc il y a un renouvellement des directions politiques dans les deux pays, avec l'arrivée de Shinzo Abe en décembre 2012, qui lui-même est un ultra-conservateur et dont les gestes ont été perçus, certains perçus comme des provocations par le voisin chinois. On parlait tout à l'heure de la visite au sanctuaire de Yasukuni. En même temps, du côté chinois, on a aussi eu l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir en novembre 2012, à la tête du secrétariat général du Parti communiste chinois. Et Xi Jinping martèle de plus en plus des concepts à connotation patriotique et nationaliste, puisque lui-même appelle au renouveau de la grande nation chinoise, qui est un concept global qui est destiné à rassembler l'ensemble de la population, qui est pas spécifiquement destiné au Japon, en tout cas vis-à-vis du Japon dans sa formulation officielle, mais en tout cas le sentiment de fierté nationale est aujourd'hui exacerbé sous Xi Jinping, c'est indéniable. Alors tout ça est lié à l'histoire des deux pays, on l'a dit, une histoire douloureuse. Comment on peut régler ? On a l'impression que personne ne veut le régler, surtout pas peut-être le Japon. Est-ce que la Chine veut intenter des actions en justice ? Est-ce que ça pourrait débloquer, purger ce passé ? Alors régler, il faudrait d'abord qu'il y ait un dialogue. Aujourd'hui, le dialogue est rompu entre les deux pays, notamment depuis la visite au sanctuaire de Yasukuni. Le président Xi Jinping, les Chinois, refusent de rencontrer leurs homologues japonais. Des échanges aujourd'hui, les échanges reprennent à niveau intermédiaire entre les administrations chinoises et japonaises. Les échanges reprennent dans les secteurs des affaires, entre les think tanks des deux pays. Mais il y a un problème de communication. Les canaux de communication sont rompus, notamment pour anticiper les crises, mais aussi pour les régler si jamais il y avait une escalade militaire. Donc au niveau militaire, aujourd'hui, les échanges sont limités, ça pose problème. Alors pour les résoudre, il faudrait à la fois générer des canaux de communication à court terme pour gérer cette crise actuelle, mais aussi globalement, pour résoudre le problème en profondeur, il faudrait qu'il y ait aussi une mise à plat des différends historiques. Et aujourd'hui, les historiens des deux pays ne sont toujours pas d'accord. Et la Chine accuse le Japon de révisionnisme, voire de négationnisme. Et le Japon considère, lui, à l'inverse, qu'il est temps de tourner la page de l'histoire, qu'il a assez payé pour les crimes de la Seconde Guerre mondiale, et qu'il est temps aujourd'hui de doter le Japon d'une force qui lui est propre, une force militaire qui lui est propre, c'est-à-dire qu'il est temps d'arrêter de s'excuser. Et alors là intervient les États-Unis qui font alliance avec le Japon. Et là on sent qu'il y a tout un jeu qui se décide, c'est-à-dire que les États-Unis voudraient que le Japon se rapproche de la Corée du Sud qui préfère la Chine et le Vietnam dans tout ça. Comment ça se passe ? Ce qui est intéressant de voir, c'est que les alliances traditionnelles sont parties contourner
par les rancœurs historiques et les conflits mémoriels qui hérités de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on a une alliance donc Japon, Corée du Sud, États-Unis en Asie du Nord-Est, mais au sein de cette alliance, il y a des tensions très fortes héritées de la Seconde Guerre mondiale, notamment entre la Corée du Sud et le Japon. Par exemple, au sujet des esclaves sexuels ou des femmes de réconfort, qui est un sujet de tension très fort entre aujourd'hui les dirigeants sud-coréens et le Japon. Donc la Chine est consciente de ces tensions-là et essaye aussi de mettre le doigt sur les divergences actuelles. Par exemple, lors de sa dernière visite de Xi Jinping en Corée du Sud, il a souligné le fait qu'il y a 4 siècles, les armées chinoises et coréennes ensemble avaient combattu l'armée japonaise. Donc voilà. Des jeux d'alliance qui continuent. Merci beaucoup Alice Ekman d'être venue sur notre plateau. Et votre étude est en ligne sur le site ifri.org. Donc si ça vous intéresse, allez le voir. C'est très intéressant et c'est gratuit.